can taste your words. I can taste your I can taste your words. I can taste your I can taste your words. I can taste I can taste your. Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Anne Legge, facilitatrice et formatrice au WorkLab et aujourd'hui pour une émission qu'on coproduit avec le Change Lab, un média de contenu qui explore les transitions et les transformations du monde du travail. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir et de pouvoir interviewer Alison Caillé pour parler de bien-être et de performance au travail. Donc Alison, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Et du coup, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais pour les gens qui n'ont pas encore la chance de te connaître. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci Anne pour l'invitation. Donc très rapidement, effectivement, je m'appelle Alison. Je suis donc psychologue du travail de formation. J'ai fait mes études à Nantes et j'ai ensuite intégré une industrie pour réaliser une thèse de doctorat, plus particulièrement sur les effets de l'innovation managériale, donc du leadership habilitant, quel effet il avait sur la santé et la performance au travail. Et puis, j'ai ensuite intégré un cabinet conseil, donc le cabinet Empreinte Humaine, pour un petit peu avoir un bon équilibre entre la théorie et la pratique. Et donc, j'y occupe des fonctions de consultante formatrice. Donc, on va réaliser, par exemple, des formations auprès des managers, des collaborateurs et collaboratrices, des comités de direction sur la question de la santé au travail, et également des diagnostics avec des questionnaires, des entretiens au sein des organisations. On a aussi des enquêtes en cas d'alerte sur des violences au travail. Et puis, on a aussi un département recherche et développement où là, cette fois-ci, je mets ma casquette de docteur en psychologie pour faire des recherches sur actualiser nos connaissances sur la littérature nationale, internationale, sur la question de la santé psychologique au travail. Bien, merci Alison. Je suis sûre qu'on va pouvoir apprendre plein de choses avec toi aujourd'hui. Donc l'interview va se passer en deux parties. Une première partie, la fameuse interview avec des questions pour explorer le fond du sujet. Et une deuxième partie avec des questions un peu plus décalées, comme on aime bien au WorkLab, pour aborder le sujet sous un autre angle. Alors ce que je te propose, c'est de démarrer tout de suite par la fameuse interview. Et pour démarrer cette fameuse interview, en bon facilitateur, on va commencer par un petit temps d'inclusion pour apprendre à te connaître. Donc, ce que je te propose, il va y avoir un certain nombre de questions qui vont défiler à l'écran, questions qui vont permettre de te connaître un peu plus. Et du coup, quand tu es prêt, tu nous dis stop et donc pourras répondre à la question qui va s'afficher. Alors, attention, voilà les questions. Stop. Quelle est la chose sans laquelle tu ne peux pas vivre? Alors, la chose sans laquelle je ne peux pas vivre, c'est la pizza, et particulièrement la pizza à base de burrata. Il me faut ma dose. Très bien, j'ai appris quelque chose que je ne connaissais pas. On pourra se faire une pizza burrata alors. Merci Alison. Du coup, je te propose de passer là à la première question qui est très liée à ton métier et aussi à l'actualité parce qu'on en entend beaucoup parler depuis quelques temps. On parle de plus en plus de santé mentale, de souffrance au travail, de burn-out et de nombre de burn-out qui augmente. Est-ce que c'est la situation au travail qui s'est dégradée ou c'est un sujet dont on ne parlait pas avant, qui était un peu tabou et maintenant on en parle, donc forcément on entend plus parler. Quel est ton avis? Alors, ma réponse serait plutôt de dire un peu des deux. Si on reprend un petit peu l'historique de la question notamment de la santé psychologique au travail, on remonte aux années 2000, durant lesquelles je pense que tout le monde connaît maintenant les événements tragiques, les vagues de suicides qu'on a pu avoir au sein de au sein de quelques entreprises. Qui ont amené en quelque sorte finalement les pouvoirs publics à se questionner sur le fait de se dire aujourd'hui on répertorie les risques physiques dans un document unique d'évaluation des risques professionnels, mais qu'en est-il des risques en lien avec le psychologique, en lien avec le social? Et donc on a mandaté un sociologue, Michel Golac, qui a réuni un collège d'expertise
Et de là est née la notion de risque psychosocial, la dimension psychologique en lien avec l'individu et la dimension sociale en lien plutôt aussi avec le collectif et tous les rapports sociaux qu'on peut avoir au travail. Donc, on a venu commencer à mesurer ces risques. Donc, forcément, quand on les identifie et qu'on est en capacité de les mesurer, on en identifie plus. Et ça a amené aussi une réglementation avec l'inscription dans le Code du travail en 2013 de l'obligation légale des employeurs de mettre en place des moyens de prévention pour assurer non plus seulement que la santé physique, mais aussi la santé mentale des salariés. Est née dans les années ensuite, on va dire un peu plus 2010, la question de la qualité de vie au travail, où je pense que voilà, vous le savez, on y a un peu mis un peu tout et n'importe quoi. Et donc, c'est ce qui nous a amené en 2021 à reparler de qualité de vie et conditions de travail, pour pas oublier le petit T là qu'on a, le travail, puisque l'activité, c'est prendre soin du travail. Et donc, voilà, on parle de plus en plus de ces éléments, de ces notions-là, RPS, QVT. Pour autant, on a aujourd'hui des chiffres qui sont alarmants, et notamment en sortie de la crise Covid. Au sein d'Empreinte Humaine, on réalise des baromètres chaque trimestre. Et donc, celui de la fin d'année, novembre 2023, nous indiquait qu'on a 48% des salariés qui sont en détresse psychologique. La détresse psychologique, c'est quand on chevauche à la fois des symptômes de dépression et d'épuisement. Donc, ça concerne quand même un salarié sur 2. Et sur cette population, donc, c'est des baromètres qui sont représentatifs de la population française, des travailleurs et des travailleuses. Et donc, sur ces 48%, on a 7% des salariés, pas 7%, 7 salariés sur 10 qui attribuent leur détresse va vraiment jouer un rôle important. Voilà, donc on a des chiffres aussi qui nous disent qu'on a un intérêt particulier à s'y intéresser. On a 33% de burn-out d'après l'échelle de mesure de Maslach, toujours sur cet échantillon-là. Donc pareil, une personne sur 3 qui traverse un syndrome d'épuisement professionnel. Donc la prévention des risques psychosociaux va devenir finalement une solution aux problèmes de recrutement, d'attractivité, de turnover, mais aussi d'absentéisme. Mais c'est des chiffres qui sont assez impressionnants. On dit que 1 sur 2 est en souffrance et 1 sur 3 en situation de burn-out. C'est assez énorme. Et ça vient d'où? Pourquoi les gens sont aussi malheureux au travail en ce moment? Alors, comme on a pu le constater, suite à la crise sanitaire, on a eu une explosion de ce taux de détresse psychologique et aussi des burn-out. Alors, pendant la crise sanitaire et notamment les confinements, il y a eu d'énormes questionnements sur le sens, sur l'équilibre professionnel, personnel, donc finalement sur la place que le travail pouvait prendre dans la vie des salariés. Ce qui amène un nouveau rapport au travail. On n'accorde plus la même place au travail, les gens ne veulent plus non plus être managés de la même façon, de façon autant, on va dire en quelque sorte, autoritaire. On a quand même 7 personnes sur 10 qui nous disent que les nouvelles générations ont raison de bousculer les normes managériales. Donc ça peut être générateur de mal-être finalement. On a aussi, je pense, tout le monde le sait aujourd'hui, un contexte sociétal et mondial qui est compliqué, une actualité politique compliquée. Et puis, sur la question du travail en lui-même, dans les diagnostics qu'on peut réaliser, on voit que le premier facteur de risque au travail, c'est ce qu'on appelle la qualité empêchée. Donc, c'est un concept qui veut dire tout simplement le fait de se dire « je n'ai pas les moyens de faire un travail de qualité et je ne le vis pas bien ». De se dire, par exemple, je n'ai pas les moyens en termes de matériel, je n'ai pas les moyens humains, il me manque du monde, il me manque des effectifs dans mon équipe, je n'ai pas les moyens en termes d'outils, j'ai des bugs informatiques en permanence et donc, du coup, ça m'amène à prendre du retard, ça me génère de la frustration. Et donc, on voit que ce sentiment de ne pas pouvoir faire de la qualité dans un environnement où tout va plus vite, où on doit tout faire très vite, finalement, ça va générer du mal-être. Et donc, on a des indicateurs qui, depuis à peu près 2020, vont se dégrader. Et on a aussi des études internationales qui nous montrent que la chronicité d'un état de détresse psychologique, finalement, ça va être assez délétère sur la santé mentale. Donc, finalement, on peut se dire aussi que le manque de prévention des risques psychosociaux peut expliquer aussi ces résultats. C'est-à-dire, on a identifié les problématiques, mais maintenant, il y a un besoin d'agir dessus dans une logique de prévention. Et du coup, par rapport à ça, quelle est la responsabilité des entreprises dans cette situation et qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Effectivement, les entreprises, comme je le disais tout à l'heure, depuis 2013, on a une obligation légale de mise en place de moyens, donc de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs. Donc, ça veut dire, par exemple, ce qu'un employeur peut faire, on a 3 niveaux de prévention. Quand on intervient dans le champ de la santé au travail, on a la prévention primaire qui a pour objectif, elle, de prévenir, donc d'intervenir à la source pour éviter l'apparition des facteurs de risque. Et donc, ça va être, par exemple, de réaliser un diagnostic, qui est le fait de réaliser une cartographie des risques qu'il peut y avoir au travail. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans un secteur où on est exposé à des clients ou à des patients, il va y avoir une certaine exigence émotionnelle, une charge émotionnelle associée au métier, donc c'est intéressant de pouvoir l'identifier. Ou alors si, je sais pas moi, je travaille dans l'industrie agroalimentaire, je travaille dans le froid. Je ne pourrais pas toujours agir sur ces facteurs de risque, mais je pourrais mettre en place des facteurs de protection, comme par exemple d'avoir de la reconnaissance managériale, ou d'avoir un bon collectif qui est soudé. Voilà, en tout cas, premier versant, la prévention primaire, ça peut être les diagnostics. On a un second versant d'intervention, c'est la prévention secondaire, qui a pour objectif de protéger. Et donc, par exemple, ça va être de former, faire de la formation auprès des managers, des collaborateurs, sur finalement, c'est quoi la santé au travail, comment je détecte les signaux de difficulté de mes collègues, comment je vais accompagner quelqu'un qui est en difficulté, qui sont mes interlocuteurs relais, c'est quoi le stress, qu'est-ce que je mets derrière ça, comment je peux le détecter. Qui va nous permettre justement d'identifier pour pouvoir agir. Et puis la prévention tertiaire. Très souvent, nous, en tant que psychologues, c'est là qu'on nous appelle « Allô, les psychologues, il y a le feu, intervenez pour venir nous aider ». Donc, ça va être, par exemple, une cellule de crise. Ou alors, ce qu'on a de plus en plus aujourd'hui, c'est les lignes d'écoute psychologique qui sont le fait d'avoir 24 heures sur 24 un psychologue au bout du fil pour avoir un soutien psychologique quand je rencontre une situation difficile au travail. Donc ça, c'est tout le rôle de l'employeur de pouvoir mettre en place ces différents niveaux de prévention. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on parle de qualité de vie au travail ou de santé au travail, on est dans une logique de co-responsabilité. Donc avec l'importance aussi que chacun et chacune se saisisse de ce devoir de prendre soin de sa propre santé et de celle de ses collègues. Dans la prévention, si l'employeur il met en place une rampe dans l'escalier pour prévenir le risque de chute, si personne tient la rampe, le dispositif de prévention ne fonctionnera pas. Donc c'est important qu'on co-responsabilité sur ces sujets. Ok. C'est la première fois que j'entends parler de ces trois niveaux de prévention, donc c'est hyper intéressant. Et une question qui est peut-être liée à ça, peut-être pas, dont on entend aussi beaucoup parler, c'est cette question d'avoir besoin de sens au travail et qu'on entend de plus en plus parler depuis la crise sanitaire et depuis les confinements. C'est quoi l'impact de cette question de sens et est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir de sens pour être bien au travail ? Oui, alors effectivement, on entend de plus en plus parler de la question du sens au travail. Alors là, derrière cette notion de sens au travail, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir le fait de faire un travail qui est en accord avec mes propres valeurs, donc de ne pas vivre ce qu'on appelle nous du conflit de valeurs, c'est-à-dire on me demande de faire quelque chose qui n'est pas aligné. Par exemple, vous allez avoir de plus en plus alors ça touche pas mal aussi les nouvelles générations qui vont questionner l'entreprise pour laquelle, par exemple, ils candidatent pour un poste sur leur politique RSE. De dire, si je travaille dans une entreprise, dans une banque d'investissement, je ne suis pas à l'aise pour financer des projets dans l'armement. Par exemple, c'est des choses qu'on peut voir aujourd'hui dans les organisations. Donc, de trouver la question d'aligner mes valeurs. Il y a aussi un sujet d'utilité. Est-ce que je me sens utile pour mon entreprise? Est-ce que je me sens utile pour la société? Et donc, ces questionnements, on se les pose de plus en plus. Quand je parlais aussi de la question de la crise sanitaire, qui a un peu qui est révolutionné, chamboulé le rapport qu'on avait au travail. Donc, c'est des questions qu'on se pose de plus en plus. Donc, ça vient challenger aussi les organisations, les entreprises pour donner du sens. Et effectivement, il y a cette question d'arriver finalement à se sentir utile et aligné avec ses valeurs. Oui, du coup, je voulais parler du phénomène de ce qu'on appelle le burn-out. Vous connaissez, j'imagine, le burn-out, le bore-out. Donc, le bore-out, c'est le fait de s'ennuyer au travail. Et aujourd'hui, on parle maintenant de brown-out, qui est la perte de sens au travail. Et ça a amené, je pense, vous en avez entendu parler aussi, le phénomène de silent quitting, le fait d'avoir beaucoup de démissions, beaucoup de turnover. Et bien, c'est très lié à cette question de sens au travail. Les personnes n'ont plus le même attachement à leur organisation. Donc, si elles ne s'y retrouvent pas sur le plan du sens, bien du coup, elles vont aller trouver le sens ailleurs. Est-ce que c'est pas un peu une question de génération? Est-ce que c'est pas les jeunes générations qui sont plus enclines à ça et moins les plus anciennes générations ou les seniors qui restent plus facilement dans l'entreprise?
Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le même rapport au travail dans la mesure où on peut observer une tendance où on a peut-être des plus anciennes générations, du côté des baby-boomers ou du côté de la génération X, qui vont avoir davantage un sentiment de loyauté vis-à-vis de leur employeur. Donc, si on parle d'engagement organisationnel, on a voilà, cette dimension affective. Je sens que j'ai un fort sentiment d'appartenance et aussi sur la dimension loyauté. Si on regarde du côté des nouvelles générations, l'engagement, il est peut-être moins fort sur la dimension relation avec mon employeur. Pour autant, la question de la dimension de l'engagement au travail, les missions en elles-mêmes, l'engagement peut être très fort à partir du moment où j'y trouve du sens, où j'arrive à activer des leviers de motivation. Donc, juste pour terminer sur la partie différence générationnelle, ce que nous disent les études scientifiques, c'est qu'on n'a pas tant de... Enfin, c'est pas tant la génération qui va être un facteur explicatif des différentes ressentis au niveau de motivation au travail. C'est simplement le fait que ces nouvelles générations vont moins bien tolérer que ces besoins-là, qui sont d'ailleurs fondamentaux, hein, le besoin d'autonomie, le besoin d'affiliation, ne soient pas satisfaits. Donc, ça va venir challenger les organisations. Pour autant, ça ne va pas venir amoindrir leur niveau de motivation. On distingue ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est quand j'ai des facteurs extérieurs, des leviers extérieurs de motivation, par exemple l'argent, les primes, qui marchaient très bien jusque-là. Aujourd'hui, vous allez avoir des nouvelles générations qui vont vous dire je préfère aller, mais pas que d'ailleurs, hein, je pense que ça s'étend quand même à pas mal de salariés, peu importe leur génération, même si je ne m'y retrouve pas sur le niveau sur le plan si je ne m'y retrouve pas au niveau du sens, je préférerais aller chercher un emploi ailleurs, même si c'est moins bien payé. Parce que justement, levier de motivation intrinsèque, j'ai besoin que ce soit en accord avec mes valeurs, que j'y trouve du sens, que je me sente utile finalement, que j'ai de la confiance. Voilà. Donc, on va plus aller du côté de la motivation intrinsèque. Ok. Et enfin, ce que j'entends, c'est qu'il y a besoin de sens, de faire des choses qui nous parlent, qui soient en lien avec ses valeurs, mais on a aussi envie d'avoir une vie, rééquilibrer la vie privée, la vie pro, de faire aussi sur son temps personnel des choses qui comptent. Comment c'est possible d'allier les deux, à la fois cet engagement et à la fois ce besoin de nourrir des besoins qui du coup deviennent hyper individuels, sauf qu'on est dans un collectif. Donc comment ça peut s'allier tout ça? Parce que c'est pas évident quand on est manager. Ouais, tout à fait. C'est vrai que nous, on a de plus en plus d'entreprises qui viennent vers nous pour questionner justement les expérimentations sur la semaine de 4 jours pour justement gagner du temps finalement personnel, quoi, pour cet équilibre pro-perso. Ce qu'on voit effectivement, c'est que l'enjeu, ça va être de gagner en efficacité sur le temps où on est présent au travail. Et donc, on voit que déjà, si on agit sur tous ces différents facteurs de risque et de protection, sur la question, par exemple, des risques psychosociaux, si je gagne en autonomie, si je gagne en confiance et en reconnaissance, je serai plus efficace sur le temps où je travaille. Donc, peut-être que du coup, j'arriverai plus à être productif sur mon temps de travail et arriver à me dégager du temps par la suite. Il y a la question aussi de la régulation de la charge de travail, bien entendu, pour arriver à trouver cet équilibre-là. Et puis, ce qu'on voit finalement, c'est que là, si je reprends ma question de génération, finalement, ce besoin de temps libre, il n'est pas que chez les nouvelles générations. Nous, ce que nous montrent les chiffres de nos dernières études, c'est qu'il y a un besoin d'aménagement du temps pour les loisirs, de flexibilité des jours de télétravail, aussi chez toutes les générations. On a la question du télétravail aussi qui vient offrir un peu plus de flexibilité. Mais en tout cas, cet équilibre, on peut le trouver si on agit par exemple aussi sur le présentéisme. Par exemple, le fait de rester tard au travail parce que mon chef n'a pas quitté le bureau, donc je reste moi aussi. Finalement, voilà, c'est du temps qui aurait pu être gagné pour autre chose. Ça vient bousculer un peu toutes les habitudes aussi et la culture d'entreprise qu'on a pu avoir jusque maintenant, quoi. On parle du temps de travail, on parle de la charge de travail. Ça vient questionner le rapport au travail. C'est ça qui a surtout bougé. Oui, tout à fait. La question de l'équilibre, la question de la confiance. Par exemple, je parlais tout à l'heure du télétravail. La crise sanitaire a fait un peu un forcing pour passer en télétravail, mais finalement, ça a boosté, ça a poussé aussi certaines organisations à y aller. Et finalement, ça se passe plutôt bien avec un équilibre en moyenne de 2 jours de télétravail par semaine. On voit que du coup, on a gagné aussi en équilibre dans la vie professionnelle et vie personnelle
qui est plutôt satisfaisant pour pas mal de salariés pour le coup. Donc, c'est pas forcément une question générationnelle aussi. Donc, ce que tu nous dis dans ta réponse, c'est pas forcément les juniors versus seniors dans ce besoin-là. Oui, tout à fait. On a un peu ce mythe du conflit intergénérationnel. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les nouvelles générations viennent bousculer un peu ces normes. Mais ce qu'on voit, c'est que, comme je le disais au début de l'interview, on a quand même 7 salariés sur 10 qui estiment que les jeunes générations ont raison de bousculer les normes managériales. Finalement, on a cette envie aussi de changement qui est présente. La question, c'est est-ce que les organisations vont suivre dans ce challenge de réinvention aussi, finalement. Et au final, ça bénéficie à tout le monde, ça profite à tout le monde. Et justement, dans ce... Oui, tout à fait, parce que quand on est dans la... Vas-y. Non, simplement, oui, quand on est dans la prévention de la santé au travail, on va aussi forcément être dans la rétention des salariés, éviter le turnover, et puis forcément, du coup, être gagnant sur le long terme. Et justement, pour faire face à tous ces changements, les entreprises, elles cherchent des modèles ou des façons de faire un peu différentes de ce qui a existé jusque maintenant. Il y a notamment un de modèles d'organisation dont on a pas mal parlé, qui était la responsabilisation ou l'entreprise libérée. D'ailleurs, un des sujets de ta thèse dont tu as parlé au début. Est-ce que tu peux nous dire de quoi on parle quand on parle de responsabilisation d'entreprise libérée ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que je préfère le terme de responsabilisation, qui est une traduction du terme anglophone empowerment, plutôt que la notion d'entreprise libérée, qui est plus difficile à associer à un modèle scientifique, alors que du côté de l'empowerment, on a un cadre théorique qui est assez bien balisé, sur lequel, du coup, je me suis appuyée dans le cadre de mes travaux de recherche. Et donc, l'empowerment, qu'on peut traduire responsabilisation ou habilitation, quand on l'applique au contexte de travail, c'est défini comme un transfert de pouvoir et des responsabilités des supérieurs hiérarchiques vers les membres de l'équipe. Ce qui va se traduire en gros par des pratiques de gestion où on va offrir un certain niveau de ressources pour permettre aux individus d'exercer un peu plus de contrôle sur leur activité et surtout de prendre des initiatives. Et donc, comment il se traduit concrètement cet empowerment? Ça va être, par exemple, au niveau des pratiques managériales, d'adopter un leadership habilitant, des pratiques managériales, on va dire, habilitantes, responsabilisantes. En gros, c'est des comportements du leader où l'idée, c'est de partager son pouvoir pour accroître l'autonomie. Donc, on voit bien le caractère innovant sur ce style de leadership parce qu'on en est encore loin aujourd'hui en France. Et donc, l'idée, c'est de déployer davantage des pratiques managériales comme, par exemple, 4 grandes formes de pratiques. Il y a des auteurs qui ont dit que le leadership habilitant, c'était le fait de démontrer de la confiance envers une grande performance de différentes façons, d'offrir de l'autonomie par rapport notamment aux contraintes administratives, d'encourager la participation aux prises de décision, et puis de renforcer le sens du travail. Donc, on voit bien qu'on le retrouve ici, cette notion de sens au travail. Ce qui a pu ressortir du coup des recherches que j'ai pu mener au sein d'une industrie, c'était de voir que finalement, on avait 2 dimensions qui ressortaient particulièrement, la notion de confiance et de sens, qui automatiquement vont activer ce qu'on pourrait dire une spirale vertueuse en étant bénéfique à la fois pour le bien-être des salariés, mais aussi pour leur performance. Et ça, je l'ai mesuré notamment au travers de questionnaires, d'entretiens auprès de plus de 1000 personnes. Et donc, on voit que voilà, finalement, ça va venir donner des ressources aux personnes et ça va leur donner envie de s'investir. Au-delà de faire simplement leur travail, ce qu'on appelle la performance de tâche, c'est-à-dire je réalise la tâche qui m'a été demandée, et je vais m'investir dans ce qu'on appelle de la performance proactive ou innovante. Par exemple, je vais aller aider un collègue, je vais aller trouver des nouvelles idées, je vais faire appel à ma créativité pour trouver des façons plus efficaces, plus rapides de faire mon travail, où je vais avoir carrément même des nouvelles idées. Et donc ça, finalement, ça va être quelque chose de très bénéfique. En revanche, du côté de l'autonomie et de la participation aux prises de décision, et ça, c'est ce que nous disait la littérature, et on a pu l'observer sur le terrain, c'est de voir que, par exemple, l'autonomie, ça peut avoir un certain coût en termes de distraction cognitive. Si on me demande de faire quelque chose en autonomie en plus de mes tâches, eh bien, ça peut venir générer une surcharge cognitive. De la même façon, ça peut générer ce qu'on appelle des conflits de rôle, c'est-à-dire qu'on m'avait attribué des missions et des responsabilités, et là, on m'en ajoute d'autres.
Et ben finalement, si les choses sont pas totalement claires, ça va venir apporter du flou et je serai pas tout à fait à l'aise avec cette autonomie. Et ça peut aussi être une source de responsabilité supplémentaire. Vous avez des personnes qui, par exemple, ne seront pas forcément à l'aise avec ces responsabilités supplémentaires. Pour la participation aux prises de décision, c'est la même chose. Il y a des décisions qui sont d'ordre stratégique, un peu en haut de ma pyramide, et des décisions qui sont un peu plus opérationnelles. Quand il s'agit de décisions stratégiques qui vont engager l'avenir, par exemple, de l'entreprise ou de l'unité, des salariés qui n'étaient pas à l'aise finalement pour prendre ces décisions parce que pas le bon niveau d'information, pas assez formés ou pas à l'aise avec le fait d'avoir des responsabilités supplémentaires. Des gens qui vont vous dire je n'ai pas le salaire qui va avec ce niveau de responsabilité, donc je n'ai pas envie d'avoir ces responsabilités-là. Donc finalement, ça a amené comme conclusion que sur ces dimensions-là, c'est important de s'assurer au préalable de l'accord des personnes, qu'il y a un niveau de compétence suffisant pour avoir cette autonomie ou participer à ces décisions-là. S'assurer aussi que j'ai des rôles et des missions qui sont vraiment clairs. Parce que finalement, quand on me demande de faire d'autres choses, si mon périmètre avant n'était pas totalement bien balisé, ben, du coup, ça peut me générer un peu de la confusion. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire que quand on est sur de la confiance et du sens, c'est automatiquement bénéfique. Mais dans une organisation, par exemple comme une entreprise libérée, si je veux donner plus d'autonomie, faire participer aux décisions, eh bien, il y a certains prérequis pour s'assurer que ça ne va pas être néfaste, on va dire, à la santé des collaborateurs et collaboratrices. Est-ce que du coup, ça peut être générateur d'un stress supplémentaire de se dire j'ai cette responsabilité, je pense à cette responsabilité-là ou cette prise de décision sans en plus forcément avoir toutes les informations en sa possession, c'est ça le danger principal? Oui, ouais, exactement. Il peut y avoir des personnes qui vont pas être à l'aise finalement, ou alors ne pas avoir le niveau de compétence suffisant. Dans le leadership habilitant, il y a besoin d'avoir du coaching, de l'accompagnement, de former, de dire finalement quand on va vers une nouvelle prise de poste ou même de la délégation, si je te délègue du pouvoir, il faut que tu sois à l'aise finalement pour prendre les décisions qui y seront associées. Et donc, une organisation, si on veut aller trop vite, si par exemple on enlève des lignes hiérarchiques et que du coup on se dit c'est bon, ça va rouler, ça va fonctionner, ça peut mettre des personnes en difficulté, en danger pour leur santé. Et quand on n'est pas à l'aise dans le système, on s'en extrait pour se protéger. Et donc, par exemple, des personnes qui vont se mettre en arrêt de travail parce que ne se retrouvent plus dans le modèle. Et pour le coup, là, c'est un peu contre-productif pour l'organisation. Donc, ça rassure sur le rôle des managers aussi, qui Oui. du coup sont un vrai relais dans l'organisation. Oui. Les managers de proximité, nous, on forme beaucoup de managers de proximité qui sont un peu les premiers relais pour à la fois détecter les signaux et également, nous, ce qu'on dit très souvent, c'est d'être des facteurs de protection par tous les leviers qui peuvent activer de reconnaissance, de soutien, de considération, de donner de l'autonomie, de la confiance. Et bien finalement, tout ça va être vecteur de positif pour les salariés. Et alors du coup, si c'est pas le modèle d'entreprise libérée, ce serait quoi alors le meilleur modèle selon toi pour trouver du bien-être et de la performance au travail? Eh bien, ce serait un modèle dans lequel on commencerait par s'assurer finalement de la santé des collaborateurs en déployant les 3 niveaux de prévention que j'ai abordés tout à l'heure. La prévention primaire, où on cartographie un peu tous les risques pour intervenir à la source. La prévention secondaire, où je vais venir outiller les salariés pour faire face quand j'ai des facteurs de stress ou autres. Et puis la prévention tertiaire, où je vais venir réparer, prendre soin des personnes quand il y a des difficultés, par exemple accompagner un retour après un épuisement professionnel ou, comme je le disais, une ligne d'écoute psychologique. Ce qui va être vraiment essentiel, c'est de ne pas oublier les basiques, finalement, du management. Moi, c'est un peu l'idée que j'en ai, c'est de finalement s'appuyer sur des bases solides de management avant d'aller vers quelque chose d'innovant. La reconnaissance, aujourd'hui, on pense qu'on est fort en reconnaissance, sauf que nous, toutes les études démontrent qu'il y a encore un écart énorme entre ce que les managers pensent faire et ce que les salariés vivent. La reconnaissance, c'est pas que financier, c'est aussi de la considération, ne serait-ce que pour les managers, d'aller dire bonjour aux équipes. C'est des choses toutes bêtes, mais qui sont des signes de considération assez essentiels pour les équipes. Donc voilà, la reconnaissance, la proximité qu'il peut y avoir, la qualité de la relation managériale, et puis d'assurer une bonne cohésion et de faciliter le travail collectif. Un des premiers facteurs de protection, c'est le fait d'avoir une bonne entente avec ses collègues. On sait que quand on a une équipe qui fonctionne bien, on peut aller très loin, et donc s'assurer finalement de ces éléments-là de façon assez, comme je disais, les bases solides, avant d'innover. Donc du coup, il y a un rôle managérial important, mais il y a le rôle de tout le monde aussi, ce que tu disais qu'on a besoin d'avoir une équipe qui s'entend bien pour aller loin, mais chacun doit pouvoir aussi
faire sa part pour que le collectif fonctionne? Comment on peut acculturer les gens à ça, à ce travail collaboratif? Ouais, alors il y a la question effectivement de comment on collabore ensemble. Par exemple, quand on fait des sensibilisations dans les équipes, on va expliquer par exemple comment détecter ses propres signaux, comment je détecte que moi j'ai un état de stress prolongé qu'on appelle le surstress qui va générer des effets néfastes sur ma santé. Donc détecter un petit peu quels sont mes signaux sur le plan physique, comportemental, émotionnel. Le moment où je me dis je suis plus trop comme d'habitude, j'ai des réactions un peu disproportionnées, peut-être que là je vais plus trop bien, mais de le détecter pour ses collègues aussi, pour prendre soin les uns des autres, et également sur le côté de travailler ensemble, de développer, on va dire, l'empathie finalement entre collègues, de se dire peut-être que telle personne, si elle réagit comme ça, c'est qu'elle va pas bien en ce moment, et peut-être on peut essayer de faire d'être davantage dans la solidarité. Et donc d'arriver à avoir des temps aussi, on dit souvent d'avoir des petits déjeuners, des déjeuners d'équipe. On a vu avec le Covid, on a eu des difficultés avec le fait de plus déjeuner ensemble, de plus avoir de temps. Ça a été clairement un fossé finalement dans les équipes. Il y a eu ce besoin de se retrouver. Donc d'arriver finalement à développer ce collectif. Et par exemple, on le voit quand on est dans du management hybride, quand on a des équipes qui sont en partie en télétravail, en présentiel, d'arriver à maintenir des rituels où on peut avoir des temps ensemble. Ouais, de se voir en vrai, de ne pas avoir de distance, ce qu'on appelle de distance émotionnelle, et de pouvoir garder ce lien avec ses collègues. Ouais. D'ailleurs, il y a des Tout à fait. entreprises qui reviennent un peu sur le télétravail pour ça, pour retrouver la cohésion dans les équipes. Ouais. Ou en tout cas de s'organiser pour faire en sorte d'avoir des journées où on est tous ensemble au bureau, quoi. Très bien, merci beaucoup Alison. Je te propose qu'on passe aux questions bizarres. Alors, première question, la question que tu te poses encore sur le bien-être au travail. Alors la question que je me pose encore, ce serait de se dire finalement qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi toutes les entreprises n'ont pas investi dans la prévention de la santé et la formation des managers, des équipes? Puisqu'on a aujourd'hui quand même pas mal d'études scientifiques qui nous démontrent le lien entre santé et performance. Et puis on voit bien, on en a parlé tout à l'heure, tous les indicateurs, en tout cas pas mal d'indicateurs sont au rouge en termes de turnover, d'absentéisme, de burn-out, de démission. Donc pourquoi? Il est temps d'agir. Une autre question qui est la question d'une personne qui nous suit. Donc c'est la question de Jean-Pierre qui nous a envoyé une question écrite que je pense qu'on va voir affichée à l'écran. C'est pas un peu de la calinothérapie tout ça, l'entreprise c'est pas un centre de vacances, on n'est pas chez les bisounours. Que réponds-tu à Jean-Pierre? Alors, tout dépend de la conception qu'on a effectivement de la qualité de vie au travail. Si effectivement on s'est arrêté à la qualité de vie et qu'on fait uniquement de la calinothérapie avec le fait de repeindre la couleur des murs de la salle de pause ou alors uniquement proposer du yoga entre midi et deux, là effectivement on va pas assez loin. C'est-à-dire que voilà, c'est bien d'apprendre aux salariés par exemple à respirer ou à faire du yoga, mais ça ne suffit pas. On n'oublie pas le T de qualité de vie au travail, prendre soin du travail. Si j'ai un manager qui a des pratiques managériales, je sais pas, toxiques, si je suis en surcharge de travail, je n'ai pas les moyens de faire mon travail, ou alors j'ai des tensions avec mes collègues, eh ben ça va pas m'apprendre grand-chose ça va pas me suffire d'avoir appris à respirer ou à faire finalement le fait d'avoir des corbeilles de fruits sur mon bureau, ça va pas améliorer ma santé de façon générale. Ça ne suffit pas. D'accord. Stop à la QVT gadget. Pas les baby-foot qui vont améliorer la situation. C'est un peu ça le message. Autre question. Quel est le conseil que tu rêverais de donner, mais tu n'as jamais osé le donner ou pas pu? Alors, c'est un conseil un peu compliqué à donner, mais ce serait de dire peut-être à certains managers de démissionner ou en tout cas de quitter leur poste de management s'ils ne sont pas faits pour ça. C'est des choses qu'on entend beaucoup dans les organisations, c'est de dire, voilà, bon, c'est un peu provoque de dire démissionner, mais en tout cas de changer ou de se réorienter. On a beaucoup d'équipes qui nous disent, qu'en est-il de l'évaluation des managers ou en tout cas de l'accompagnement qu'on peut leur donner. Être manager, c'est pas inné, c'est des compétences. Au-delà des compétences techniques, on a aussi des compétences
sociales, des compétences en termes d'accompagnement. Donc voilà, l'importance finalement d'accompagner, de former et de s'il y a une erreur de casting, de réorienter. Pour le bien de tout le monde. Exactement. Et dernière question, comment tu apprends? Est-ce que tu as un livre, un site web, un podcast à nous conseiller? Alors, j'apprends beaucoup de mes collègues, de mes pairs qui sont aussi psychologues, mais pas que d'ailleurs, on a beaucoup à apprendre du côté de la sociologie, de la physiologie. Peut-être un podcast qui est assez intéressant, un podcast d'harmonie mutuelle qui finalement répertorie différents podcasts de différents experts sur plein de sujets, sur la question de l'intergénérationnel, de l'optimisme au travail ou alors encore du sexisme au travail. Donc ça, c'est des formats assez courts pour s'ouvrir aussi un peu aux nouvelles thématiques d'actualité. Et puis aussi, j'aime bien lire la revue des conditions de travail de l'ANACT, qui répertorie un petit peu aussi pareil des nouvelles thématiques avec une dimension à la fois scientifique et à la fois ancrée, puisque ça s'adresse aussi aux professionnels de terrain. Eh ben, super, merci. C'est désormais la fin de cet épisode. Vous pourrez retrouver cette interview sur le site du changelab.fr avec plein d'autres ressources d'interviews et de conférences qui sont accessibles. Donc, il vous suffit de vous inscrire sur la plateforme et vous retrouverez aussi en lien de cette interview toutes les références et les ressources pour pouvoir suivre Alison et ses travaux, notamment sur sa thèse. Alison, un grand merci pour cette interview hyper riche, hyper intéressante. Moi, j'ai appris plein de choses. Et puis, on se retrouve bientôt pour une autre interview sur le Change Lab. Au revoir à tous. Merci Anne. Au revoir, à bientôt.